passe comme ça. Et voilà, et les gens te voient. Alors, Génial. comment ça se passe niveau son? Il est trop fort, il est pas trop fort? Merci à Ornithog33K qui a offert un abonnement à Majora. Alors, je vais changer le titre. Parce que bon, là, c'est pas le grand entretien. RTL Le Figaro. Je sais pas quoi, c'est le petit entretien. Entretien improvisé. Enfin, je dis improvisé, mais en même temps, c'est rare d'arriver après une lecture de 2 heures de ton bouquin où t'as un public qui a entendu ça. Ça va, j'ai pas trop défloré. J'ai dit que c'était un bon. Franchement, c'était très bien. Mais. J'ai pas tout écouté, mais tous les passages étaient cool. En plus, tu fais des imitations dès qu'il y a des citations, donc ça rend le truc beaucoup plus vivant. C'est vachement bien. Ah bah toujours, hein, c'est la routine. Mais t'es arrivé là par hasard ou quelqu'un t'a dit qu'on faisait ça en fait? Écoute, quelqu'un qui a regardé m'a envoyé un message sur Messenger, et du coup, je suis arrivé. Ouais, c'est ça, on s'est fait poucave. Voilà. C'est la grande poucave ici, hein. Je reveux le chat, je n'ai plus le chat, je vais rechercher le chat. Toc, toc, profil, chaîne. Bon, j'ai tout fait, j'ai changé le titre, j'ai tout bien fait. J'ai tout bien fait. Bon, les gens sont contents, ils te disent bonjour. Et alors, oui, Bonjour à eux. j'avais pas encore eu le temps de le lire, moi, figure-toi, parce que j'ai reçu d'autres trucs, et comme, tu vois, comme je disais à un moment, j'avais un autre bouquin dont je devais faire une présentation la semaine dernière, avec Jean-Louis Sirou, etc. Mais c'était sur ma to-read list, évidemment, parce que le pitch me plaisait, et que bah, ça va complètement dans le sens de moi ce que je fais en effet depuis 4 ans, 5 ans maintenant, Carrément. de redire bourgeois, etc. Son son est un peu fort. Mm. Et c'est vrai que moi je dis, c'est vrai que je dis par contre là, ouais, sur les classes populaires où tu finis par proposer de dire la classe laborieuse plutôt que les classes laborieuses. Et moi c'est vrai que j'ai été contaminé et que je dis les classes populaires, mais je vais me reprendre maintenant. Bah ouais, c'est ce qu'on dit à défaut, parce qu'on manque de termes, parce que comme tu le disais bien, dire la classe ouvrière, on sent bien qu'il y a un truc qui cloche, Mm. à juste titre, hein. Euh, et c'est vrai que nous, du coup, avec l'équipe de Frustration Magazine, avec Célim notamment, qui a coécrit le livre avec moi, on s'est vraiment posé la question longuement de quel est le terme qu'on utilise. Et en fait, c'est venu de quand on écoutait les discours de Alexandria Ocasio-Cortez, Mm. on se rendait compte qu'elle disait la working class, Mm. et comme ça, de façon hyper décomplexée, c'était très impressionnant. Et du coup, on s'est dit, mais comment, enfin, la working class, évidemment, on nous traduit la classe ouvrière, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre traduction? Donc on disait, bah, ça pourrait être la classe travailleuse, et puis finalement, on a eu cette idée de classe laborieuse, qui est à la fois, bah, voilà, ce qu'on explique dans le livre, hein, c'est à la fois, bah, ça montre bien d'où vient le problème, et en même temps, d'où vient la dignité, et en même temps, dans laborieux, il y a quand même l'idée Mm. de bosser, de pas en retirer les fruits, quoi. Il y a un truc laborieux dans l'expression qui est, bah, qui montre bien qu'il y a un souci aussi pour les personnes à un niveau très, très intime, en fait. Classe laborieuse, classe dangereuse, en plus le slogan est déjà tout trouvé. Mhm. Ouais, tout à fait. Alors pourquoi vous avez écrit ce bouquin? C'est qui la cible? C'est à destination de qui? Parce que moi c'est vrai que j'ai dit à mon chat, bon normalement là tout ça, moi c'est ce que je dis depuis des années, vous devez être rompu à ce discours-là et même à décrypter ce que disent les bourgeois et à ne pas vous faire avoir. Normalement vous ça va si vous me suivez depuis tout ce temps. Pareil, moi je suis pas la cible. Mais alors c'est qui la cible? Moi j'ai dit du coup bah offrez-le à Noël à des gens qui sont moins convaincus que vous pour ouvrir un peu leur horizon. Bah, je pense que oui, déjà, il y a ça. En fait, ce livre, c'est un livre qui peut s'offrir à Noël, puisque déjà, c'est un livre illustré. On a voulu faire un livre accessible, etc., qui soit pas chiant. C'est pas offrir je veux dire, c'est pas offrir un bouquin de Lordon avec tout le respect que je lui dois. C'est pas le même geste, disons. Mmh. Euh, mais ensuite, Ni bon, de la cible, Frio, ouais. voilà. Donc, pour moi, la cible, c'est un peu la même cible qu'on a avec notre magazine Frustration, c'est-à-dire des gens qui sont quand même déjà en cours de politisation sur les sujets de lutte des classes, mais qui se sentent pas forcément légitimes
parce que c'est pas facile de dire les bourgeois ou la classe laborieuse, etc. Ces idées, elles sont quand même à contre-courant de l'idéologie dominante. Donc déjà, c'est pas mal d'être conforté, même si on le pense et même si le livre n'apprend rien à ces personnes, ça peut être bien d'être conforté dans l'utilisation de ces termes-là, montrer qu'il y a une cohérence historique et sociologique à les utiliser. Donc je pense que déjà, même pour des gens qui te suivent, ça peut avoir cet intérêt-là, quoi, d'avoir cet objet qui te dit, bon, c'est bon, tu as raison, il faut continuer là-dessus, il faut persévérer avec ces termes-là, parce que notre but, c'est en tout cas, de contribuer à un vocabulaire de lutte des classes, c'est-à-dire d'arrêter d'en finir avec les termes qu'on nous impose et d'utiliser les nôtres à nous. Donc déjà, ça sert à tous ces gens-là, on va dire, pré-politisés et qui ont une inclination à être d'accord avec ce qu'on dit, mais il y a aussi tous les autres qui ne sont pas forcément d'accord et envers qui ce livre peut être soit directement en tant que tiens, je t'offre ce livre, va voir dedans, mais sinon le livre c'est aussi des arguments à emporter avec soi, hein, pour pouvoir en parler, expliquer la pertinence de ça. Nous on s'est servi de tout ce qu'on nous opposait tout le temps en réalité, hein, dès qu'on disait bourgeois ou dès qu'on disait les riches, on nous disait oui, non, les riches à partir de combien, etc. La vulgate, quoi, la doxa. Oui, voilà, donc ça sert à ça. C'est une sorte de, je vais pas dire une arme, parce qu'une arme, c'est vraiment une arme. Là, ça reste juste un livre, hein. En tout cas, dedans, il y a des arguments qui peuvent être utilisés avec du vrai contenu historique et sociologique qui peut permettre, en tout cas, de donner des arguments et de les opposer à des gens en face pour les convaincre de penser en termes de lutte des classes et de montrer que c'est pas qu'un slogan et que c'est pas que du folklore, quoi. D'ailleurs, c'est assez peu du folklore de nos jours. Oui. Alors évidemment, là, j'ai lu qu'un chapitre, j'ai pas lu l'introduction, j'ai pas lu non plus la préface. Je laisse aux gens le loisir de découvrir ça, ainsi que les chapitres suivants. Nous rabaisser pour mieux nous dominer. Ah non, ensuite il y a légitimer. Alors là, ce qu'on a lu, c'est brouiller les frontières de classe. Donc l'enjeu du chapitre, c'était de dire, voilà, brouiller les frontières de classe, nier le conflit d'ailleurs, nier le conflit de classe. Et ensuite, c'est légitimer son pouvoir, comment la bourgeoisie fonde son discours sur voilà, le mérite, voilà, l'égalité des chances, limiter les inégalités, machin. Le risque, ah oui, tu vois, ouais, voilà, c'est tout ce que je disais aussi pour légitimer les dividendes. C'est, mais vous savez, on prend des risques, un entrepreneur, machin. Donc, comment ils légitiment leur domination? Nous rabaisser pour mieux nous dominer. Donc là, c'est tous les discours anti-populaires, quoi, contre, voilà, dirigés. Donc les discours sur les classes populaires sont complotistes, ou alors elles sont communautaristes, ou alors, enfin, ça doit être tout ça, quoi. Rustre, hein, de toute façon. Verrouiller l'ordre social. Donc ça, c'est peut-être la partie la plus politique, j'imagine. Ouais, c'est ça, le dialogue social, entre soi, histoire de la violence bourgeoise, et conclusion, voilà, tout ça. Donc bon, là, je vous ai évidemment pas tout lu, il y a encore plein d'autres trucs à découvrir, sur plein d'autres termes. Merde, comment on appelle ça? Derrière la 4e de couverture. Je sais pas comment on appelle ça, mais du coup, il y a plein de mots là qui sont là, voilà, projet, complexe, complotiste, transparence. Bon, ça se propose vraiment comme un petit guide pratique pour pouvoir après tenir tête dans des discussions dans lesquelles des mots sont employés comme ça, qui sont en fait les mots de la domination, et comment il est difficile de penser avec les mots des dominants. Et ben, ça veut dire qu'il faut penser avec nos mots et imposer nos mots. C'est un petit peu ça l'idée, j'imagine. Exactement. Ouais, t'as bien expliqué le truc. Ouais. Et c'est ce que vous faites. Ah oui, attends, je vais remercier parce que j'ai des remerciements que j'ai pas fait. Merci Andros GN, merci. Je sais pas si tu connaissais Twitch, toi. Merci Dark Pas de Bras. Et je crois que je connaissais assez peu, non. T'as vu, c'est dynamique, hein, c'est flexible. Ça permet de faire plein de trucs. Et donc toi, t'es sociologue de formation? Oui, de formation, ouais. Et puis après, j'ai fait différents boulots. Actuellement, là, je suis expert pour les CSE, expert en conditions de travail et en santé au travail. Donc, les comités socio-économiques, les représentants du personnel, ont droit de faire appel à des experts extérieurs qui viennent, qui interrogent les salariés et qui essaient de faire une sorte de diagnostic dans la situation pour les aider à mieux négocier avec leur direction. Voilà. Donc, au sein de ce qu'on appelle le dialogue social. Et je fais ça actuellement. Et puis avant, j'ai travaillé 2 ans pour le groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et avant, j'ai enseigné la sociologie comme chargé de cours à Paris. Voilà. D'accord. Et donc, mais t'es plus à l'aise là dans le domaine puisque du coup t'es tourné vers la presse aussi, t'es plus à l'aise dans l'intervention maintenant. Tu juges plus utile à cette place-là.
Oui, en tout cas, bah après, moi, j'ai toujours fait Frustration à côté. C'est un magazine qu'on a lancé il y a 7 ans et qui a eu plusieurs formes, notamment presse, enfin, en papier, puis maintenant en web. Ça reste ce que je fais toujours à côté de mes boulots qui sont pour moi plus des terrains pour faire des trucs utiles et intéressants. C'est pour ça que je me définis moins par mon métier que par frustration, par exemple, qui est vraiment ce que j'ai toujours continué à faire mais dont j'ai pas vécu, quoi. Je n'en avais pas cette possibilité. Mais en tout cas, actuellement, oui, je suis plus dans l'intervention, avec toutes les limites que ça a, hein, parce que c'est de sorte de recherche-action. À la fois, tu essaies de comprendre ce qui se passe dans une boîte, puis tu essaies d'apporter une résolution. Et ça reste les syndicats et les représentants du personnel qui peuvent régler le problème. Toi, tu es juste là pour leur donner des pistes. Non, oui, oui, oui. Tu parlais, on peut revenir, tu disais que t'avais bossé pour le groupe France Insoumise, et dans le bouquin, là, je suis tombé sur un passage où tu notes l'utilisation par Jean-Luc Mélenchon des classes populaires. Mhm. Vous notez ça. C'est quoi ton rapport aujourd'hui? T'as réussi à imposer quand même un changement de langage? Comment tu trouves qu'ils utilisent le langage en ce moment, la France Insoumise? Franchement, je suis partagé. Je sais pas quoi te dire. Moi, j'ai un peu le même parcours. Moi, je viens vraiment de l'extrême gauche à la base. En travaillant pour la France Insoumise, bon, déjà, c'était une opportunité professionnelle et c'était un peu l'âge de raison, hein. Je me disais qu'on pouvait, peut-être qu'il fallait essayer de faire des choses du côté des institutions telles qu'elles sont. Bon, ça, j'en suis assez revenu, même si j'irai pas leur taper dessus vraiment. Quant au langage utilisé, bah, je crois que typiquement dans le langage de Mélenchon, par moment, il peut avoir des discours envers les travailleurs et un discours de lutte des classes, et que souvent et plus souvent, il a un discours républicain qui oppose le peuple à la caste, avec lequel je suis moins à l'aise et dans lequel je me retrouve pas du tout. Mhm. Et est-ce que j'ai réussi, moi, à faire changer quoi que ce soit? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais bon, en même temps, quand tu travailles à l'Assemblée nationale, c'est pas vraiment là. Enfin, l'Assemblée nationale, c'est pas là où les choses se jouent du tout, hein. C'est très intéressant. On y voit des tas de choses. On comprend comment fonctionne la classe bourgeoise et le gouvernement bourgeois, mais on n'y change pas les choses. Ça, c'est sûr. Et je j'y allais pas pour ça de toute façon. Et c'est quoi ton rapport avec la stratégie dite populiste de gauche, justement, d'opposer donc le peuple au 1%, et puis ou même d'ailleurs, je pense à ouais les 1%, ça rappelle Occupy Wall Street, tout ce mouvement-là, peut-être sans lequel il y aurait pas d'Alexandria Ocasio-Cortez aujourd'hui, ou de succès de Bernie Sanders et tout, ça a été les ferments aussi de ce truc-là. Tu vois ça comme une... Moi j'ai tendance à voir ça comme une stratégie de conquête électorale bien davantage que comme une... Enfin, c'est ce que c'est d'ailleurs, hein, le populisme de gauche. C'est une stratégie de conquête électorale, c'est pas un discours théorique sur la lecture du monde. Mais est-ce que c'est opérant? Est-ce que ça marche? Est-ce que tu crois quand même que ça peut être une stratégie viable? Bah, écoute, moi je pense que ça a permis quand même quelque chose de très important, c'est de balayer, en tout cas pour ce qui concerne la France, tout le discours de la gauche contre la droite, qui est un discours pour moi problématique, puisque la gauche est en grande partie une gauche bourgeoise contre une droite bourgeoise, donc c'était très inintéressant. Et quand Mélenchon a fait ce tournant dit populiste, c'est-à-dire de tout balayer tout ça au nom d'une opposition peuple-élite, ça a eu le mérite de balayer aussi les partis de gauche et tout ce qui charriait d'immobilisme et de vieilles habitudes et de trahison. Donc ça, c'est une bonne chose sur le plan stratégique. Après, sur l'analyse de la société, et moi, j'y souscris pas du tout, évidemment, hein, le livre en témoigne. Moi, je pense qu'on vit dans une lutte des classes, que les frontières de cette lutte des classes ont changé qu'à la marge en 200 ans, finalement, que globalement, la galère est toujours la même, même si les formes sont un peu différentes. Et que du coup, l'opposition des 1% aux 99%, j'y crois pas du tout, puisque bien, en réalité, la classe dominante, elle représente plus de 1%. Peut-être qu'il y a 1% qui bénéficie réellement, mais en tout cas, il y a bien plus que ça qui participe consciemment et avec un certain appétit à cette domination. Donc, moi, ça me convient pas. Je pense que on pourrait avoir un discours de lutte des classes qui soit décomplexé, qui soit démocratisé, qui soit compréhensible. Je pense que même pour en avoir parlé à quelqu'un comme Mélenchon, je pense que à la fois il en est conscient, mais en même temps il pense que c'est pas un discours viable politiquement. Mhm. Et je comprends ce point de vue. Je veux dire, je prétends pas que du jour au lendemain ça va pouvoir se faire. J'ai pas la solution miracle, mais je pense que du moins il faudrait essayer. Il faudrait essayer. Et le livre
bon, c'est qu'un livre. Et ce qu'on fait avec frustration, c'est que des articles sur Internet. Et en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'inscrire ce langage-là, de parler de la bourgeoisie, par exemple, comme tu le fais toi aussi, plutôt que de parler de la caste ou de parler de l'élite ou de parler du petit 1%. Moi, je pense qu'il faut vraiment avancer là-dessus. Il faut vraiment réussir à diffuser un discours de lutte des classes qui soit pas folklorique, et quand je dis pas folklorique, qui soit pas contaminé par le folklore d'extrême gauche dont on sait qu'il peut être très paralysant et qui se regarde le nombril et que ça mène pas à grand chose, on le sait. Et pourtant, moi je pense qu'un discours politique effectif, c'est un discours qui fait écho à la réalité sociale vécue. Et pour moi, le discours populiste, il fait qu'en partie écho à la réalité sociale telle qu'elle est vécue. Moi, je crois qu'il a ses limites en tout cas. T'as pensé quoi du coup du moment des Gilets jaunes et de cette incapacité qu'a eu ce mouvement à se penser comme un mouvement de classe, notamment par des revendications très générales sur le peuple, la démocratie, etc. D'ailleurs qui partaient d'une question d'impôt à la base bien davantage qu'une question de travail ou d'exploitation. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, c'est presque... c'est un peu ce que je disais l'autre soir, c'est que le jour où vous aurez détruit en effet les partis ouvriers, vous allez vous retrouver avec des ouvriers sans parti, et cela risque aussi de partir dans tous les sens et de rater certains de leurs objectifs. Est-ce que tu dresses un petit peu le même constat, ou il est peut-être trop hautain et méprisant? Bah, disons que avant de dresser ce constat, je pense que, et je pense que ça t'a fait pareil pour toi, ce mouvement des Gilets jaunes, il avait des côtés géniaux. C'est génial qu'il y ait une insurrection populaire en France. C'est génial que des tas de gens se soient politisés de cette façon-là, aussi vite. C'est génial que le pouvoir ait aussi tremblé. Et donc, du coup, j'ai pas envie d'avoir l'air de donner des leçons à ce mouvement-là. Par contre, c'est vrai que ce que tu pointes est vrai, c'est-à-dire qu'on a un mouvement qui s'est tourné contre l'État et pas contre le patronat, ça c'est vrai, et qui s'est tourné sur la redistribution des richesses par l'impôt et pas par la mauvaise distribution des richesses à la base par Le travail. l'exploitation au travail. Voilà. Et ça c'est clair et net. J'ai lu récemment le bouquin de Benoît Coquart, je ne sais pas si tu avais vu, c'est un sociologue qui a écrit un livre qui s'appelle Ceux qui restent et qui est sur Ah oui, bien sûr, ouais, ouais. voilà, le monde rural. Et moi, qui m'a vachement parlé, parce que moi, je suis vraiment de ce monde-là et j'y vis encore, etc. Tu viens de la Et France moche aussi, comme moi? ouais, voilà, alors, pas hyper moche, moi, je trouve, mais parce que plus proche de l'Atlantique, alors du coup, ça va. Mais oui, enfin, j'étais dans une ville moche. Voilà, au lycée, on allait traîner dans la zone commerciale moche de l'Intermarché. Enfin, voilà. Et donc, je vois ce truc, et effectivement, ce qui décrit bien, c'est notamment que bah, c'est un milieu qui a encore beaucoup de solidarité envers le patronat local, envers le petit patronat, etc., et qui a une vraie détestation de l'État à juste titre. Mais ce qui est clair, c'est que oui, le mouvement des Gilets jaunes, il s'en est pas pris au patronat, donc il s'en est pas pris là où se crée l'écart de richesse. Mais après, bon, Mais il faut dénonçait bien Macron commencer. comme le président des riches. Oui, c'est vrai. Oui, oui, non, non, mais il y avait plein de choses bien, sans prendre de l'ISF, etc. De toute façon, c'est un mouvement qui est tellement divers, je ne saurais pas dire quel était vraiment le sens intime de l'action de tout le monde, et je pense qu'il a pu mener à la politisation vers une conscience de classe. En tout cas, ça participe d'une conscience de classe, un mouvement comme ça. Et une conscience de classe, c'est pas nécessairement quelque chose qui mène directement à la révolution et à s'en prendre au patronat, mais déjà à prendre conscience de sa force en tant que classe sociale et de ce qui nous lie plus de ce qui nous divise, bah, c'est hyper important. Donc à partir de là, moi j'en suis plutôt content de ce mouvement-là. Et je comprends qu'il ait voulu dépasser les syndicats et les partis politiques de gauche, parce qu'on sait bien que ce pas des structures satisfaisantes à l'heure actuelle, et ce pas des structures qui sont pour l'instant en capacité d'organiser la classe laborieuse. Enfin, moi je ne crois pas Mmh. encore de ce que je vois. Ce que j'ai dit parfois, c'est que la bourgeoisie s'était employée à miner, soit à coloniser les partis les partis de la classe laborieuse, donc le Parti socialiste au premier chef, soit à les miner, soit à les diviser, soit à les rendre impuissantes. Donc toutes les organisations, syndicats, partis qui étaient censés représenter ces masses laborieuses ont été en fait soit colonisées, soit détruites ou discréditées.
Et ça, je pense que ton bouquin doit revenir aussi là-dessus, sur le discrédit de la figure du syndicaliste, de la figure qui a pris même dans Ah les oui, classes oui. populaires. Dans les classes populaires, on en vient à détester le syndicaliste ou voilà, le permanent syndical ou le parti politique, quand bien même celui-ci se réclamerait-il de la classe laborieuse. Bah oui, oui, on en parle dans le livre, dans le dernier chapitre, on parle du terme dialogue social. Mmh. Moi qui connais enfin, le monde syndical dans son fonctionnement le plus quotidien, le tableau, il n'est pas très flatteur, hein, toute confédération syndicale confondue. D'ailleurs, on n'aime pas trop le dire quand on est de gauche parce qu'on ne veut pas tirer sur l'ambulance, etc. Mais actuellement, un syndicaliste, il passe beaucoup de temps dans des réunions auxquelles personne ne comprend quoi que ce soit, à signer des accords ultra régressifs, mais aussi parce que la loi lui a donné un rôle hyper ingrat. Donc, et plus il participe à ça, plus il se discrédite auprès de ses collègues, Mmh. moins ses collègues vont syndiquer, etc. Donc, le syndicalisme à l'heure actuelle, c'est faux de dire il suffit que tout le monde se syndique et on fera la révolution. C'est plus du tout le cas. Et si tu regardes le moment où le syndicalisme a été offensif, c'était sur des formes qui n'avaient rien à voir avec les formes actuelles. L'anarcho-syndicalisme du début du XXe siècle, c'était une organisation révolutionnaire de la société. Maintenant, même un syndicaliste de la CGT bien vénère, bah, n'empêche qu'il se rend à sa commission paritaire de ceci, à son truc de cela. En même temps, je comprends, sans doute que je ferais pareil à sa place, mais ça donne quand même quelque chose de terriblement déprimant à constater et qui donne pas du tout envie aux gens. Sans compter que oui, ce qu'on montre dans le livre, on utilise certains travaux de sociaux qui en parlent, mais les DRH, enfin la science du management, c'est aussi la science de la mise au pas des syndicalismes, de la construction d'un syndicalisme jaune. Et actuellement, dans n'importe quelle boîte française, si on est syndicaliste, soit on est jaune et on n'a pas de problème, soit on est contestataire et on se fait pourrir et on se fait mettre au placard. Oui, Donc, la répression syndicale a pas disparu. Et là, c'est du coup. bah ouais, ouais, elle est très forte, elle est très pernicieuse, hein. C'est plus tirer sur la foule à la mitraille, hein, mais C'est c'est mettre utiliser les des gens au manuels de placard. management maintenant. Voilà, Voilà. exactement. Et ça se fait dans le plus grand des calmes, dans le plus grand des silences, et personne n'en parle. Donc, et pourtant, ça existe. Bah, on avait lu ici le bouquin de Chamaillou hein, sur merde, je sais plus comment il s'appelait. Enfin sur oui comment en fait le patronat, la bourgeoisie transnationale s'est posé des questions en fait face à la montée contestataire dans les années 70. Enfin ils ont cherché comment ils ont bien senti que ça bouillonnait, que la cocotte menaçait d'exploser, que leur ordre était contesté. Donc il a fallu adapter les discours et aussi les pratiques à l'intérieur même de l'entreprise pour et puis politiquement aussi comment assujettir, comment faire en sorte que les gouvernements soient de moins en moins puissants face à des institutions supranationales, etc. Il a fallu comment dirais-je enlever du pouvoir en fait aux politiques et enlever du pouvoir à toutes les organisations qui Exactement. voilà qui pouvaient menacer le bouquin de Chamaillou, comment il s'appelle, la société ingouvernable, voilà c'est ça. Merci. Plus fort l'intervenant, on me dit. Très bien. Alors, une des grosses différences entre l'anarcho-syndicalisme et le syndicalisme d'accompagnement, de dialogue social, c'est que l'anarcho-syndicalisme posait un point d'arrivée qui était la révolution, par la grève Exactement. générale en l'occurrence. Euh, Ça peut être et on voit que le vocabulaire révolutionnaire et l'imagerie révolutionnaire a été très mobilisé par les gilets jaunes. Est-ce qu'il y a une demande de révolution qui n'est pas capté, pas transformé, pas utilisé, un potentiel d'envie révolutionnaire qu'on manque parfois par trouille ou par faiblesse ou par, je sais pas, par compromission aussi. Mais oui, j'en suis sûr. Si tu regardes les différents sondages qui sortent régulièrement, je voulais faire un article pour Frustration qui répertorie ces études parce que bon, il faut se donner quand même du moral à la fin de cette année terrible. Mais si tu regardes à chaque fois qu'il y a des enquêtes ces 10 dernières années sur le capitalisme et l'environnement, les inégalités, etc., en France, les gens ont des positions très radicales qu'on pourrait juger très à gauche et qui ne se retrouvent pas dans le clivage politique actuel. Mais je veux dire, en France, la plupart des gens, finalement, sont hostiles au capitalisme, si tu regardes les différentes études sur les différents sujets. Ça, c'est sur l'aspect sondagier. Ensuite, ce qu'on constate au travail, enfin, moi, ce que je constate dans enfin, les dizaines et les centaines d'entretiens que je peux faire à l'année avec des salariés qui sont dans des entreprises, c'est qu'il y a une contestation des chefs, il y a une contestation des structures des grandes entreprises et des petites également. Il y a une envie d'égalité, il y a une envie
de démocratie, même dans les entreprises. Moi, je vois plein d'émotions révolutionnaires qui sont exprimées, et pas du tout dans un cadre politique. Ça se passe complètement autrement. Mais je suis convaincu que si tu demandes à la plupart des gens et que vraiment tu leur demandes de se positionner sur des sujets comme qui doit décider dans l'entreprise, est-ce que c'est ceux qui possèdent ou est-ce que c'est ceux qui bossent, par exemple, alors on aurait une majorité de gens qui te diront, et c'est du bon sens, que c'est ceux qui bossent. Enfin, c'est du bon sens. Leur bon sens, ce sera ça. Donc ce potentiel, pour moi, il est là. Mais effectivement, il n'est pas du tout exploité politiquement. Parce qu'il y a une connexion qui se fait pas. Et pour avoir été dans des partis politiques, on comprend pourquoi elles se font pas. Très peu de gens s'identifient à des députés, par exemple, parce que la vie des députés est très différente de la vie de la plupart des gens. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai bossé à l'Assemblée. Tout ce qu'on dit sur l'Assemblée nationale est vrai. Enfin, c'est un niveau, c'est assez flippant, quoi. Qu'est-ce que Tu tu veux bosses. dire par tout ce qu'on dit est vrai? Tout ce qu'on dit est vrai, c'est-à-dire c'est des gens hors sol qui bouffent dans leur cantine et qui sont complètement coupés de la réalité des Français. C'est vrai. Enfin, c'est un endroit c'est un bunker, l'Assemblée nationale. C'est à Paris, mais c'est même pas dans Paris, tellement c'est ailleurs. Donc, ce que je veux dire par là, et je prends juste l'exemple des députés, mais il y en aurait d'autres, c'est que moi, je crois qu'il y a des formes, il y a des envies révolutionnaires dans la société. Tiens, un autre exemple, par exemple, c'est tous les gens qui veulent se reconvertir. Moi, je pense que l'envie de Ah bah tu vois, reconversion, j'allais justement te faire cette réflexion, c'est est-ce que ces envies de révolution sont pas tellement découragées, notamment par la doxa, notamment par le fait que rien n'est possible, qu'il y a une marche implacable. Alors moins maintenant, mais bon, moi j'ai commencé à militer, c'était au début des années 2000, donc c'était la marche implacable de la mondialisation, qui est presque un phénomène naturel, on n'y peut rien, c'est comme ça que ça marche, sinon les riches vont partir, etc., machin, les capitaux. Mais que du coup, aux envies de révolution, les gens, ceux qui avaient ces velléités ont modestement préféré finalement des envies de sécession. Donc de oui, reconversion ou de sécession individuelle ou communautaire dans des petits villages. Tiens, moi je vois ça à Lyon, les gens partent dans la Drôme. Voilà, ils lâchent leur taf pour partir. exactement. Mais est-ce que c'est pas Oui, d'une tristesse totale, quoi? alors, moi, je préfère que les gens réagissent, que rien ne se passe. Tu veux, ce Hmm. qui serait d'une tristesse totale, ce serait que les gens, ils restent, qu'ils aient tous envie d'être directeur marketing de leur boîte, que leur top, ça soit de s'acheter des chemises Calvin Klein. Ça, c'est déprimant, vraiment. Moi, ce qui me déprime le plus, c'est les gens qui sont contents dans la société capitaliste, qui disent collaborateurs, qui sont contents de passer manager. Ça, c'est déprimant. Tous les autres qui tentent de faire sécession, et je suis d'accord avec toi, pas dans un horizon collectif, mais dans un horizon individuel, euh, je comprends. J'aimerais que ça se passe autrement, mais pour l'instant, vu que l'horizon collectif est pas clair, comment dire, est-ce que, tu vois, moi, pareil, je suis entouré de gens comme toi, comme toi. Moi, mon, mon compagnon s'est reconverti en maraîchage bio. C'est pour ça que du coup, on est retourné dans ma région natale et tout. Donc moi, je suis à fond dans ce truc à nous, on a cherché une voie individuelle pour nous, enfin pas pour nous sortir de tout ça, et on ne prétend pas le faire, mais n'empêche on est dans la situation de tous ces gens. Mais je vais pas dire, j'allais pas dire à mon mec qui avait des envies de liberté, en tout cas, et de rompre avec la société capitaliste, en tout cas en partie, hein, parce qu'on rompt jamais totalement si on ne fait pas la Non. révolution. Mais il y a l'idée de se J'allais pas lui préserver un dire, peu de sa violence, quoi. et ça, j'allais pas lui dire, ah mais non, 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 on continue à en chier. Hmm. À Paris, en Île-de-France, là, dans notre RER, on va attendre, on va plutôt travailler à la Révolution. Moi, je ne crois pas, et je pense que c'est normal que les gens aient envie de se mettre à l'abri, et je pense qu'on pense mieux d'ailleurs quand on est à l'abri. Euh, et donc, ces, ces envies de salut un peu individuelles pour moi, sont respectables du moment qu'elles prétendent pas être la solution. Parce que le problème aussi, c'est que derrière tous ces trucs de reconversion, tu en as plein qui vont te vendre la super solution, et de nouveau, on va retrouver tous les bourgeois qui te font la super ferme à la Marie-Antoinette et qui disent que c'est ça la solution, alors que derrière, en fait, ils ont mis 1 million d'euros derrière. Yves Il y a Cochet. plein d'exemples comme ça. Non, mais c'est ça c'est insupportable et ça, c'est contre-révolutionnaire pour le coup. Mais bon, je pense que la plupart des gens sont pas dupes, ils essaient de s'en sortir et ils essaient de se sortir de cette situation-là et c'est une forme de résistance. Mais derrière,
derrière, c'est est-ce qu'on va réussir, nous, à proposer un horizon collectif. Et donc, bah, on y travaille, et toi aussi, tu y travailles, et je pense que tu l'as dit toi-même, c'est moins tragique qu'au début des années 2000, où effectivement, c'était dur là quand même, il n'y avait absolument rien. Mais Je parce pense qu'il que y a eu, il là, y a eu la crise de 2008, il y a la crise climatique, il y a l'arrivée de ouais, Macron aussi. Enfin, il y a eu des chocs successifs qui ont fait que oui, c'est moins acceptable que ça ne l'était au début des années 2000. T'imagines, sous Jospin, moi j'étais là, je lisais Marx, oh là là, je lisais Marx, Bourdieu, tout ça. J'essayais de parler ouais. aux gens de la domination bourgeoise, du capitalisme, mais c'était là, mais arrête, le gouvernement il est de gauche. Regarde, on est passé aux 35 heures. Bon, c'était pour les révolutionnaires, c'était une période difficile. Là, il y a peut-être plus Ah mais d'aspiration. j'ai les mêmes souhaits que toi. Ouais, ouais, moi, quand j'étais au lycée, oui, c'est ça, il y avait absolument rien. Rien que de parler de classe sociale, c'était déjà pas possible du tout, quoi. On n'était pas du tout dans ce cadre-là. Là, on a évolué, hein. Dans le livre, on dit c'est dommage, il faut arrêter de parler de riches, il faut parler de bourgeois, mais déjà, c'est cool, on parle de riches. Enfin, franchement, moi, je trouve qu'on a vachement avancé, donc il faut quand même se le dire, parce que sinon, on va se plomber, mais on a vachement avancé. Mmh. Euh, Collectivement vers et on le montre dans le livre aussi sur cette histoire classe moyenne, classe banlieue, les gens s'identifient de plus en plus à une classe qui n'est pas la classe moyenne. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Après, c'est pas encore déterminé. On a vu qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, il y avait une identité qui se constituait, mais qui n'était pas une identité qui était au point de s'identifier à un drapeau, quel qu'il soit. Mais en tout cas, on va vers une conscience de classe en construction. Pour aller vers quoi, on ne sait pas vraiment. On a des idées, j'imagine que toi aussi tu as des idées, mais il y a un progrès certain, moi je trouve. Euh, D'autant que nos adversaires nous rendent service parce ils rendent la vie insupportable à tout le monde. Donc, ce qui est bien, c'est que enfin, on peut quand même saluer le fait que le néolibéralisme, c'est plus un horizon enviable pour la majorité des gens. Enfin, il y a quelques gens qui y croient, mais maintenant, c'est surtout l'électorat macroniste, qui est surtout un électorat en fait bourgeois, moyen, petit bourgeois. Voilà, bon. C'est plus les années Sarkozy, quoi, où tu avais un président super de droite et pro-riche qui était l'élu de la classe populaire, quoi. Mmh. Avec la France qui se lève tôt, ouais, ouais, tu revenais dessus Ouais. aussi. Et du coup, toi, t'as une formation politique marxiste-léniniste? Bah oui, mais pas. Enfin, oui, oui, oui. Après, je me suis. Bah, je suis pas passé par les écoles du parti, tu vois. J'étais pas à l'élite ouvrière ou quoi que ce soit. Mais je dirais que je me suis formé avec une sensibilité marxiste et que c'est de plus en plus que le prisme d'analyse de la société qui me semble le plus pertinent. Après, je suis passé par plein de trucs qui nous iraient pas maintenant. Je sais pas, j'avais lu. Enfin, je sais pas, je me souviens même pendant un temps, dis-toi, j'avais lu Jean-Claude Michéa et tous ces trucs au tout Mmh. début, hein. Enfin, tu vois, je m'étais un peu formé tout seul. Je viens pas d'une famille politisée à l'extrême gauche. J'ai été militant au NPA pendant un temps, après la SCR, donc déjà, c'était moins carré. Euh, Et puis voilà, j'ai participé, bah, comme plein de gens, hein, j'ai participé à tous les mouvements sociaux depuis 2006, pour ma part, au cours duquel tu te formes, tu lis des bouquins, tu essaies de comprendre ce qui se passe. Tu Et à discutes avec travers... des militants de part et d'autre. Ouais, voilà, c'est ça, oui, oui. Ah bah donc, je suis dans un parcours assez classique, hein, pas très gilet jaune, hein, voilà, un parcours d'étudiant de fac qui fait des manifs et des grèves et qui apprend comme ça. Rien de très révolutionnaire, finalement. Mais alors j'ai une question précise parce que je sais pas, du coup j'ai pas encore tout lu, mais je sais pas si à un moment tu parles de et si nous on n'a pas de mots pour notre projet, comment on fait? Tu vois ce que je veux dire? Alors, C'est quoi notre projet du coup? alors, je suis d'accord qu'on n'a pas de mots et on répond pas à la question dans le livre, pour tout te dire, Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, je sais que parce que j'en ai discuté, par exemple même avec Bernard Friot et tout, où je lui disais, putain, c'est con, tu parles pas de communisme alors que t'es militant au Parti communiste et tout. Et à l'époque, il en parlait pas, il disait non, mais ça va faire peur, machin. Et je vois que là, il a publié avec Judith Bernard une envie de communisme ou je sais plus quoi. Ça y est, il y est venu, il dit les gros mots.
Est-ce qu'on peut redire des gros mots comme communisme? Est-ce que moi je vois que chez les jeunes, ce qui marche de ouf, c'est de se définir anarchiste, voilà. Mais qu'est-ce qu'on exhume? Est-ce qu'on parle de socialisme aussi, tout simplement? Est-ce qu'on parle de... C'est très dur parce que démonétiser, hein, le terme socialiste, c'est un des pires, du coup. Ah oui, oui, oui. C'est un des- Ah oui, on a ces problèmes, et communisme, c'est pareil, Voilà. hein. Dardo Laval vont parler des communs. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, alors bon, alors nous, on a, tu vois, dans Frustration, c'est essayer à ce genre d'article un peu programmatique, c'est pas les plus faciles, parce que justement, tu essaies de trouver le projet, enfin, tu essaies de trouver des labels. Nous, on disait rendre l'économie à ceux qui travaillent, c'est un peu, bon, euh, on essayait de synthétiser ça. Pour moi, c'est un travail en cours. Après, je dirais, bon, communisme, après tout, on reparle de bourgeois, et finalement, moi, plus je le dis, plus ça me semble naturel, et puis autour de moi, du coup, les gens le disent, et ça marche aussi comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut quand même assumer certains termes. Euh, alors, socialisme, moi, j'aime bien, en plus, ça sonne bien, mais c'est vrai qu'il y a le Parti socialiste, c'est super emmerdant. Communisme, bah, on va te sortir l'URSS. Euh, Anarchisme, c'est plus compliqué pour tout un tas de raisons. Oui, T'avais... l'anarchiste, on a l'impression que c'est celui qui veut juste le bordel et pas de règles, quoi. Ah oui, oui, voilà. Ouais. Le Alors, communisme, tu vois le stalinien. Enfin, ils ont tout fait. La bourgeoisie, du coup, a tout fait pour démonétiser tous nos mots. Et là, on se retrouve à galérer, à dire bon, bah, on est quoi, on veut quoi, quoi. mais tu as raison, c'est peut-être c'est ça l'étape suivante quand même. Parce que moi, je trouve que bon, le bouquin, il est vraiment sur l'étape construire une conscience de classe, quelles sont les frontières de classe, comment on appelle nos adversaires. Voilà, c'est une grille de lecture. Nous, on propose une grille de lecture de la société. Avec les mots qui vont avec. Donc un vocabulaire de lutte des classes. Mais c'est vrai que par contre, on ne propose pas un projet identifié. Voilà, bon, ça c'est, voilà. On n'a pas réussi à le faire encore, mais je pense que c'est un travail, on doit être pas mal à réfléchir à ça. Et donc il faut trouver. Pendant un temps, moi je me disais que le mot-clé, c'était finalement la démocratie, etc. Mais Putain, en fait, je me suis fait la même réflexion aussi. Hein. Je me suis dit, ouais, investissons la démocratie, vu que c'est consensuel. Mais si on le pousse jusqu'au bout, on peut dire oui, mais la démocratie aussi économique. Et la démocratie dans les entreprises, et la démocratie... ouais, la démocratie économique, c'est-à-dire que personne est censé posséder les moyens de production. On devrait être à égalité aussi là-dessus. Bon, voilà. bah oui, oui, ça Comme ça un serait cheval vachement de bien. Troie, quoi, le mot démocratie. Oui, Merci. voilà. Alors voilà, peut-être qu'on peut faire l'effet inverse. Effectivement, bah, comme ils ont pris le socialisme, comme les bourgeois ont pris le socialisme, nous on peut prendre la démocratie. Ça Mm. serait pas mal. Moi, je pense que c'est une piste à explorer parce qu'effectivement, la démocratie dans l'entreprise, euh, c'est vachement bien. Enfin, si tu pousses le truc, c'est une personne égale une voix. Ouais, Voilà. Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement dans une entreprise que dans un État, parce que s'ils jouent les mêmes choses et qu'on passe quand même toute une partie de nos journées dans les entreprises ou les administrations d'ailleurs, parce qu'il faut en parler, il y a beaucoup de gens qui sont dans des administrations, des associations, où les conditions de travail sont pas forcément meilleures, même s'il n'y a pas extorsion de plus-value, il y a d'autres rapports de domination qui se jouent, il ne faut pas oublier ça. Mm. Euh, Merci le mais ça garde peut des être, sauces, pardon. Je remercie quelqu'un dans le chat. mais ça peut être le plan, oui. En tout cas, oui, oui, va falloir trouver ça. Après, je pense que toi aussi, tu y réfléchis et que ça va être un peu la suite, parce que bon, qu'est-ce qui nous est proposé sinon, tu vois? Donc, tu as Mélenchon avec la Sixième République. Moi, ça m'ennuie un peu, la Sixième République, parce que bon, on a déjà eu cinq avant. C'est toujours la République. C'est Après, la très. République des Soviets, est-ce encore la République? Je sais pas. Franchement, franchement, voilà. Ouais, malheureusement, j'ai pas de réponse à t'apporter Non, bah là-dessus. moi non plus. Je suis désolé. Même si moi j'aimerais bien Pas de réponse remonétiser claire. le mot communisme parce que c'est bon, c'est un beau mot et puis surtout je vois qu'il y a donc je reprends le titre du bouquin de Friot et de Judith Bernard. Il y a un désir de communisme, en tout cas il y a une curiosité pour le communisme. En fait il y a tout à redécouvrir. Parce voilà, on a été matraqué par un anticommunisme qui était déchaîné dans les années 80, très très relayé par la bourgeoisie, y compris sur la relecture voilà, de la Révolution française, enfin tu sais tous les réactionnaires des années 80, Ah, fin bah oui, oui, oui. 70, voilà, les furets, etc. Et où voilà, l'adversaire c'était le communisme, l'URSS s'écroule, etc. Et puis des gens sont en train de redécouvrir que, bah, en fait, il y avait un monde communiste. C'est ce qu'essaie de faire vivre aussi Julian Michi dans ses travaux sur le Parti Oui. communiste. C'est-à-dire derrière la caricature, en fait, il y avait un monde très riche, plein de richesses. Aujourd'hui, on a des débats sur Pif Gadget
Bon bah le communisme c'est aussi Pif Gadget qui a été du coup, je sais pas si vous avez suivi, on se retrouve avec Frédéric Lefebvre, qui était, moi je croyais que c'était une grosse truffe à l'époque, et puis après je l'ai trouvé moins con passer le temps. Je sais pas ce qui se passe avec Frédéric Lefebvre. C'est ça, c'est Frédéric Lefebvre, le mec de droite. Ouais, c'était un mec hyper arrogant, une sorte de sarkozyste assez dégueulasse. Ouais. Vraiment une sorte de bourgeois à barbe et tout. Et en fait, c'est vrai qu'il a un look différent, on dirait une sorte de vieux réalisateur sympatoche. Mais bon, faut pas s'y fier. Hein. Enfin, en tout cas, bon, voilà, bon, le communisme, c'est pas que le goulag, c'est aussi Pif Gadget, et c'est aussi, voilà, c'est aussi des municipalités dans lesquelles on a géré un petit peu différemment, avec un accès aux loisirs, avec un accès machin. Bon, ça, c'est les municipalités communistes, c'est encore un autre truc, mais c'est aussi un idéal, c'est aussi un horizon. Il faudrait peut-être... Moi, je suis plutôt là-dessus. C'est vrai que j'aime bien. J'ai une tendresse pour l'imaginaire communiste aussi, mais c'est vrai que t'as raison que si on arrive avec des drapeaux avec faucilles et marteaux, c'est compliqué. Après, moi, je suis comme toi. Moi, je pense quand même qu'il faut regarder ce qui s'était fait. Au-delà de l'histoire officielle qui a été complètement déformée, moi, par exemple, je lis pas mal de bouquins en ce moment sur le mouvement ouvrier, un peu des origines, hein, c'est-à-dire entre 1850 et début XXe siècle, de voir aussi comment ça s'est structuré et comment le mouvement ouvrier, c'était certes des idées et des slogans qui faisaient écho, mais aussi des formes d'organisation sociale qui facilitaient la vie au quotidien, qui illustraient vraiment le slogan l'union, enfin, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Enfin, c'était une réalité concrète. Et si tu veux, on voit bien que maintenant, les idées de gauche, bah tiens, quand je le dis, c'est des idées de gauche, quoi. On sent que c'est des idées, et que donc les idées, c'est un luxe que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre d'avoir. Et c'est comme ça que ça marche. Et que actuellement, être communiste ou être au Parti communiste, c'est avoir le luxe d'être au Parti communiste. D'ailleurs, Julien Michel le montre bien, hein, le Parti communiste, ça s'est super embourgeoisé aussi. Donc, moi, ce que j'essaie de toujours me dire, c'est quelle forme, quel terme, sorte de concept peut vraiment parler à des gens qui en ont besoin, en fait, au quotidien, qui vont en avoir besoin pour régler des conflits au travail, qui vont en avoir besoin pour rallier des gens à leur cause, à développer de l'entraide, etc., etc. Est-ce que le communisme, ça marcherait? Je sais pas si tu fais ça. Moi, j'essaie toujours de l'imaginer, et même de le faire, hein, parce qu'en fait, quand tu vois des gens qui sont pas du tout dans ces milieux-là, mais qui sont précisément notre cible, c'est-à-dire des gens de classe laborieuse qui ont des soucis au travail et tout. Moi, j'essaie de voir quels termes font écho à leur situation, qu'est-ce qui peut leur parler, qu'est-ce qui peut les aider, parce que le langage, ça aide quand même, au-delà de pas simplement des mots, quoi. Les mots, ça aide à convaincre, ça aide à faire communauté face à un ennemi commun, etc. Donc, cette question du projet, ça doit marcher comme ça aussi, quoi. Mm. Et alors, qu'est-ce que tu aurais ajouté là? Parce que moi, c'est vrai que je commence à fatiguer. C'est vrai que je suis en stream depuis 4h43 et là, c'est l'entretien improvisé. Sur quoi tu veux qu'on termine comme idée forte du bouquin ou comme projet, comme chantier autre que celui qu'on vient déjà d'évoquer, à savoir quel est le nom de notre projet? Bon, ça, on sait pas. On n'a toujours pas tranché. Mais quelle est au moins la voie? C'est quoi notre travail dans les années à venir? Qu'est-ce qu'on fait aussi de... Tiens, allez, allons-y aussi. Qu'est-ce qu'on fait aussi de l'hypothèse Mélenchon? Donc l'hypothèse France Insoumise, la voie électorale, est-ce que c'est pas aussi un moyen d'avancer, de résister, et pourquoi pas de subtiliser un petit peu l'État quelque temps, même si quand la gauche prend le pouvoir, c'est toujours difficilement et pas pour longtemps. Alors, question importante. Deux questions, et peut-être que ça se joue sur des temporalités différentes. Si en 2022, on n'a pas vraiment avancé et que, moi, j'ai rien de spécial à proposer pour faire avancer la lutte des classes autrement que dans ce qu'il y a, et s'il il ne s'est rien passé aussi, parce que bon, il y a quand même des soulèvements à peu près chaque année en France. Je pense qu'il peut en sortir des choses, mais je ne vais pas en même temps tout miser là-dessus, il ne faut pas déconner. Euh, Par contre, Mélenchon, du coup, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait, etc. Moi, je l'ai soutenu lors des précédentes élections. J'en étais un peu revenu, je t'avoue, parce que travailler pour un groupe politique à l'Assemblée, ça fait quand même un peu réfléchir sur tout ça. Euh, pour autant, je pense que en responsabilité, toutes ces choses, moi j'ai pas envie d'être
ces types qui tapent sur Mélenchon, histoire de taper sur Mélenchon parce qu'on pourrait faire mieux. Oui, dans l'absolu, euh, c'est pas terrible du tout quand on est dans un discours de lutte des classes de se reposer sur un candidat qui ne tient pas totalement un discours de lutte des classes, même s'il emprunte certaines formes et que je pense que pour lui c'est une réalité. Euh, le programme L'avenir en commun, il est très bien et il pourra alléger, s'il est appliqué, des tas de souffrances et Ouais, peut-être moi donner j'ai un toujours rapport ça de en force tête. plus favorable. Ouais. Ouais, moi je pense quand même que ça donne du souffle parce qu'actuellement, moi je suis pas du tout dans le raisonnement que soi-disant plus ça va mal, plus les gens vont se révolter. Non. Enfin, actuellement, bah, tu vois, dans le monde du travail actuellement, c'est catastrophique. Je veux dire, le droit du travail ne te soutient plus en rien, tu es seul dans tout. Du coup, les gens ne se serrent pas forcément plus les coudes, hein, voire il y a plus en plus de concurrence. En cas de plan social, la question c'est qui va partir, est-ce que ça va être moi, etc., ou est-ce que ça va être le voisin. Enfin, faut pas s'imaginer que comme ça va plus mal dans le monde du travail, les gens sont plus en capacité de s'organiser, plutôt moins. Donc, il faut redonner du souffle, et donc pour ça, un programme L'avenir en commun, qui est un programme social-démocrate, enfin social-démocrate avec Au sens certains aspects, historique du terme, voilà, hein, c'est-à-dire. exactement, voilà, et qui peut, il y a certaines mesures qui peuvent être plus ou moins révolutionnaires si elles sont appliquées, hein, bah, franchement, ça sera un énorme, voilà, une énorme respiration pour tout le monde et peut-être une base pour aller plus loin. Voilà, ceci étant dit, moi j'espère une société sans classe, un monde du travail sans patronat et sans actionnaire. Et je dis ça, je pense vraiment que c'est ce qu'il faut et je pense vraiment que ça peut arriver, quoi. Enfin, je ne suis pas du tout en train de me dire c'est mes rêves les plus fous, ça peut arriver et ça doit arriver. Et donc, du coup, bien sûr que moi j'espère qu'on aille à ça tout de suite et le plus vite possible. Et donc, du coup, bah, être à fond sur une candidature qui est pour un programme de confort, bah, ça me. Voilà, je, bien sûr que ça a fait un petit encoche à ma pureté révolutionnaire, mais en même temps, ça fait longtemps que j'ai dépassé ça. On sait qu'en responsabilité, ce qu'il faut, c'est que les gens aillent mieux, parce que les gens qui vont mieux sont plus en capacité de s'organiser que les gens qui vont hyper mal. Voilà. Oui, oui. On Donc le voilà voit pour. dans le chat, Nephraim nous parlait aussi des classes populaires racisées, etc. On voit très bien que, par exemple, ça, c'est une population qui travaille énormément, qui se fait exploiter Ouais. énormément et qui en plus se fait violenter énormément. Est-ce pour autant que voilà ça les rend plus révolutionnaires? Pas nécessairement. Quand tu es dans cet état aussi de sidération totale et puis d'exploitation, d'aliénation à ce point, ça fait pas. C'est pas plus tu es martyrisé, plus tu vas devenir révolutionnaire. Ça ne marche pas comme ça. Ah oui, oui, oui. Et puis tu peux pas souhaiter que les gens se fassent taper davantage pour qu'ils soient plus Hum, révolutionnaires. Enfin, c'est pas possible, quoi. non. Donc ça c'est mort. Et après, bah, peut-être sur l'idée, je sais pas, que je veux soumettre, quoi, c'est que moi je pense que quand même faut réfléchir à des formes d'organisation au sens large, politique, syndicale, qui soient compatibles avec la vie que mènent les gens actuellement et avec la réalité sociale de notre pays. Et il me semble que la forme parti politique ou mouvement, hein, comme il existe, est en fait compatible surtout avec la vie des étudiants, la vie des profs, la vie de certains travailleurs qui ont plus de temps et la vie des retraités. C'est une réalité sociologique de la composition de ces organisations-là. D'autant plus Et qu'avec la fin des grands récits politiques dans les années 90, on a vu les gens beaucoup plus se mobiliser sur des causes précises. Donc voilà, par association, par secteur, voilà, on fait un combat sur une cause, mais on ne veut pas être englobé dans un récit global. Il n'y a plus de récit global qui engloberait tout ça. C'est vrai que c'est très difficile. Du coup, le parti est censé proposer un cadre, un récit global. bah oui, oui, oui. Et une forme d'organisation qui fait écho à ta vie, qui te donne des ressources aussi, parce que on fait pas les choses gratuitement. Non, mais tu disais Personne que s'engage juste pour une l'engagement idée. politique était pas à la portée de tout le monde. Il y a aussi, on a aujourd'hui aussi beaucoup plus d'engagement, mais sur des causes ponctuelles, ciblées. Oui, mais tu as raison, non, mais c'est l'absence de récit global. Il y a des récits globaux qui se forment, globaux. La France insoumise porte un peu un récit global, Hmm. tu vois, qui est imparfait pour moi, mais je veux dire, je trouve qu'il y a quand même formation d'un récit, beaucoup plus que le PCF. C'est quoi son récit global actuellement? C'est difficile à percevoir, ou le PS, n'en parlons même pas. Hmm. Donc voilà, déjà ça va mieux, mais voilà, il faut penser récit global et formes d'organisation qui sont compatibles avec les vies contemporaines.
Et du coup, et voilà. Et le syndicalisme révolutionnaire du début du XXe siècle, il était compatible avec la vie des ouvriers. Il collait à leur vie le plus possible. Et il leur donnait des potentialités qui faisaient que leur vie était meilleure tout de suite aussi. C'est ça aussi qui est important, quoi. Et en quoi faire partie d'une organisation politique, ça me fait du bien, vraiment, moi et ma famille. Actuellement, c'est plutôt un truc sacrificiel de faire partie d'une organisation politique. C'est voilà, sauf si effectivement on est étudiant dans une ville ou retraité de fonction publique. Je caricature un peu méchamment, mais il y a un peu de ça comme. Voilà, peut-être quelques sujets de réflexion. Bah, c'est déjà pas mal pour ce soir, je pense. S'il y a des gens qui nous suivent depuis bientôt 5 heures, là, ça fait pas mal, je pense. Ça fait matière à réfléchir. Je rappelle du coup le bouquin. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas. Le bouquin, c'est La guerre des Avec mots. plaisir. Combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie. Et c'est aux éditions Le Passager clandestin. Voilà, cadeau de Noël éventuellement, hein, si vous voulez. Merci aussi à vous dans le chat. Merci à Damaker, j'imagine, Dame 4Care, donc ça doit être Damaker. Il y a des gens dans le chat qui disent je vais le commander, voilà. Ou je l'ai déjà commandé. Donc t'auras peut-être Génial. t'auras peut-être un petit bon de vente. Bah, Parfait. eh ben merci. Bah tu peux raccrocher. Moi je vais dire au revoir aux gens et merci. Eh ben, merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Bah c'était la moindre À des bientôt. choses. C'était plutôt que de parler sur toi dans ton dos. T'inquiète, aucun problème. Salut, bonne soirée. Bonne soirée. À la prochaine. Voilà. Voilà pour ce soir. C'était long. C'était très long. Non, je veux pas gratter un billet. Moi, j'ai pas besoin d'un billet. J'ai eu le livre gratos. Voilà, c'était. On ne m'a acheté que comme ça, que en m'envoyant le livre. Mais bon, on est quand même d'accord sur pas mal de trucs, mais en même temps, c'est pas absurde. On a un parcours qui est relativement similaire, à ceci près que lui, il a eu un destin universitaire plus heureux que le mien. Mais bon, c'est assez logique qu'on partage les mêmes vues. Bah merci à vous pour toute cette folle soirée. Et puis on va regarder bah, qui est connecté, chez qui je peux vous envoyer, là en l'occurrence. Ah bah tiens, il y a Nota Bene, je sais pas ce qu'il fait. Non, il monte un Lego en Colisée, un Colisée en Lego. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ah bah tiens, il y a Claire Cachet qui parle de Trump. Je vous avais déjà envoyé chez elle, elle est aux États-Unis, donc elle parle, d'habitude je crois qu'elle parle de cul, mais moi je vous l'envoie quand elle parle de politique. Ça me paraît pas mal. Eh ben très bien. Eh ben très bien. Donc ouais, chouette live, grosse soirée. Moi je suis un peu fatigué, donc je vais manger. Et je vous envoie. Alors comment on fait déjà? Hop, tac. Enfin non, mais je sais comment on fait, mais je veux dire, c'est histoire de meubler, je dis un truc au pif. Non, je suis allé sur le mauvais site. Oui, je commence à être un peu fébrile, genre j'ai bu trop de café, j'ai fumé trop de clopes et j'ai pas mangé depuis du coup 5 heures. Donc, hop, raid. Et voilà, ça va parler des élections américaines. Apparemment, elle a une invitée. Donc j'espère que je pense que c'est en français. Hein. Hop. Et voilà. Pouf, je suis éclaté. Je suis complètement éclaté. Donc à plus dans le bus, c'est ça. Elle parle de cul aussi. Ah bon, d'accord. Bon, vous verrez, c'est bien aussi de parler de cul, hein, de temps en temps. Merci à vous, passez une bonne soirée, moi je vais couper, et je vous dis bonne nuit. Il est déjà... Quelle heure il est là? Il est... Oh, il est 1h, c'est bien, on a fait une bonne soirée, 20h, 1h, c'est pas mal. Allez, non, pas à lundi, il n'y a pas de OLG lundi. Donc, à bientôt. Pour un stream quand j'aurai le temps et l'inspiration. Je lance. Clac. Et je coupe le stream.